Bonjour, aujourd'hui nous recevons Jacques Martin. Bonjour et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Voilà, donc Jacques Martin, 72 ans, 3 choses le caractérisent, si je peux résumer. Première chose, l'Algérie. Deuxième chose, le métier d'avocat. Et troisième chose, la politique. Oui. Hein? Dans l'ordre, c'est très acceptable. L'Algérie, bien entendu, puisque c'est mon pays de naissance. Le métier d'avocat, parce que c'est une passion. La politique, c'est subsidiaire. Donc, né en Algérie, à Viala. Vialar. Voilà. Père, maire et président du conseil général d'Oranie. Agriculteur. Et agriculteur. D'abord. Puis ensuite, politique, maire du village et président du conseil général. Vous êtes tombé dans la marmite, donc jeune. J'aurais préféré ne jamais y tomber, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai considéré que je devais un peu cela à mon père. Bon, a commencé le métier d'avocat à 23 ans, 50 ans d'exercice professionnel dans quelques jours. Dans quelques semaines. Avocat pénal, 500 fois aux assises, a plaidé l'affaire du baron Ampin, oui. Avec Georges Kijman, ex-bâtonnier, élu en 2000. Oui. Lorsqu'il a été élu bâtonnier, a démissionné de tous ses mandats électifs. Tout à fait. C'était pour moi une condition essentielle. Je considère que le bâtonnier doit être libre de toute... doit être inféodé à aucun parti, à aucune philosophie. Donc le bâtonnier doit être libre. Donc a eu son heure de gloire politique sous Fraîche, vice-président du district, élu à l'agglo au sport entre 2008 et 2014, conseiller général 2011, battu en 2015, homme du centre, républicain. La politique n'a jamais été votre activité principale. J'ai toujours considéré que c'était un subsidiaire parce que c'était peut-être le moyen d'être utile. C'est la seule chose qui m'intéressait. Mais bon, j'ai été battu, dont acte. Dès le lendemain de ma défaite, j'ai pris mon cartable et je suis allé plaider aux assises de la Drôme. C'est dire que ça n'était pas fondamental. La politique, c'est pas fondamental. Et vous m'avez dit aussi, les partis ne sont pas très utiles. Macron, il en a fait la preuve. Je le pense, et puis je crois que ceux qui font la politique et ceux qui font les partis, ce sont les hommes. Et c'est la valeur des hommes qui, à mon avis et à mes yeux, est essentielle. Si on trouve dans un homme avec lequel on se bat certaines valeurs auxquelles on est attaché, il n'y a aucune raison de ne pas le suivre, quelle que soit à la limite la formation à laquelle il appartient. Bon, votre Madeleine de Proust, c'est la lecture. Oui, hein? Les biographies en particulier. Les biographies, oui. Vous aimez l'opéra. Oui. Mais vous avez consacré votre vie au travail de façon exclusive. Alors quasi exclusive. Exclusive n'est peut-être pas le mot, mais c'est vrai c'est ce qu'on m'a dit. Mais c'est vrai que partant dans des conditions difficiles, rentrant d'Algérie avec une famille qui était nécessairement appauvrie à la suite de l'indépendance, nous avons pendant de longues années vécu avec la seule retraite d'institutrice de ma mère. Donc je sais ce qu'est l'effort nécessaire. Et donc c'est vrai qu'à partir du moment où je suis entré dans cette profession, et où j'ai pu y rentrer grâce à un homme qui s'appelle Jean Thévenet, à qui je dois véritablement beaucoup, et bien à partir de ce moment-là, j'ai consacré qu'il fallait travailler. Et c'est vrai que le travail a été essentiel dans ma vie. Qualité, loyauté, fidélité, défaut, impulsif. C'est vrai. On appelle ça des foucades parfois. Avant de partir sur les questions, on va revenir sur le numéro de la semaine de la Glorieuse, le 845. Avec en entrée de une, après l'alliance à LREM, le rassemblement à droite, l'union de la gauche est-elle possible à Montpellier? Je suis bien persuadé du contraire. Ah, mais pourtant, il y a des prémices, là, ils s'agitent un peu, ils se sont agités la semaine dernière. Enfin, on revient sur toutes ces histoires. Ensuite, on revient sur les révélations de Jean-Christophe Rivière, notre promoteur que nous avons interviewé il y a une quinzaine de jours. Cette interview, je l'ai suivie effectivement. Et donc sur des révélations qu'il a publiées, une élue toulousaine a été remerciée pour ses SMS qu'elle publiait en même temps qu'elle envoyait à un promoteur pendant une réunion à la mairie. Pour l'informer de ce qui se passait. Oui. Et ensuite, donc, on revient sur Figuerolles et Le Coureau, la mutation d'un quartier populaire. Figuerolles, je connais bien, j'en ai été l'élu. C'est un quartier auquel je suis extrêmement attaché. J'espère que l'évolution va aller dans un sens favorable. Je n'en suis pas convaincu. Pourquoi?
Parce que ce quartier, lorsque je suis arrivé à Montpellier il y a de longues années, était un quartier qui était réputé comme étant un quartier de gitans, des gitans sédentaires, comme il y en a de nombreux à Montpellier. Puis peu à peu, les gitans ont été chassés de ce quartier. Et les commerces dans Figueroles ne sont plus du tout tenus par des gitans. Ils ne sont plus là. Ce sont des commerces nouveaux qui se sont installés, contre lesquels je n'ai rien particulièrement, mais qui ne ressemblent pas au quartier tel que je l'ai connu et tel que je l'ai aimé, puisque j'en ai été l'élu. J'espère que le renouveau du quartier va se manifester par une évolution dans un sens favorable, au sens d'un melting pot au niveau des populations. Parce que, bon, on arrive quand même, on assiste à une espèce de gentrification du quartier. Je ne sais pas trop. Après, rue du Corot, par exemple. Oui. Là, voilà, avant il y avait des kebabs, il y avait des... Non, mais rue du Corot, ce qui a été fait est excellent. C'est excellent. C'est très bien. Et effectivement, les commerces, de nouveaux commerces se sont installés, ou d'anciens qui sont repartis, c'est très bien. Figueroles, je ne sais pas trop si ça peut fonctionner comme ça fonctionne au Corot. Je l'espère. Et j'espère que le fait que le quartier ait été rénové au niveau de la circulation, au niveau de la chaussée, au niveau des trottoirs, j'espère que cela va conduire à un effet positif et à un mélange de population qui jusqu'à présent, malheureusement, n'était pas le cas. Ok, donc on va partir sur l'entretien là. Première question, est-ce que vous lisez régulièrement La Glorieuse? Très régulièrement non, mais souvent oui, j'y ai été abonné longtemps. Et puis après, pour des raisons qui me sont personnelles, je n'ai pas renouvelé mon abonnement. J'ai fait ma mieux, puisque à un moment donné, j'ai cru comprendre que La Glorieuse avait quelques difficultés. Je suis allé à la réunion que vous aviez organisée. Exactement, oui. Pour apporter mon soutien. Donc le fait de lire ou de ne pas lire me paraît secondaire. Ce qui me paraît important, c'est d'aider la presse lorsqu'elle est attaquée dans sa liberté. Et ça, c'est fondamental. Et vous m'avez dit, c'est une qualité d'être irrévérencieux. Bien sûr. Il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Éloge de l'irrévérence ». Pourquoi c'est important? Parce qu'être irrévérencieux, c'est être libre, ne dépendre de rien et de personne. Et surtout pour moi qui suis avocat, c'est considérer qu'on doit toujours plaider en Côte de Maille et non pas en charentaise. C'est ça l'irrévérence. Est-ce que vous considérez que La Glorieuse est toujours irrévérencieuse? Parfois pas assez. Parfois pas assez. Mais fondamentalement, c'est son ADN. D'accord. Christian Bouillet vient de s'éteindre. Est-ce que vous pouvez me dire 3 mots? C'est triste parce que je le connaissais bien. J'ai été son successeur au Conseil général. C'est triste. Mais on ne le voyait plus. Il était malade malheureusement. Et depuis quelque temps, on ne le voyait plus. C'est un garçon pour qui j'avais de l'estime. On n'a pas toujours eu les mêmes idées. On s'est séparés sur certains points. Il était plus Mandrou que Fraîche. Et j'étais plus Fraîche que Mandrou. Je n'étais pas du tout Mandrou d'ailleurs. Voilà. Mais ce garçon, il faut véritablement le saluer parce qu'en politique, il a été élu des quartiers comme Figueroles, comme le petit bar, la Pergola, la Cité Génie. Il a incontestablement aidé les gens de ces quartiers. Quel est votre regard sur la politique et l'évolution de la politique? C'est un regard attentif, mais éloigné. Je ne suis pas dans la politique active, je n'ai pas l'intention de m'y plonger à nouveau. J'ai eu tellement d'inconvénients et de désagréments avec la politique que je n'entends pas y revenir. Alors le regard que je porte est un regard attentif, attentionné, curieux, c'est le mot qui convient, mais éloigné. C'est quoi faire le mandat de trop? C'est de ne pas savoir s'arrêter quand il est temps. Que ce soit en politique, que ce soit en sport, que ce soit dans la vie de tous les jours, que ce soit peut-être au barreau. Ce mandat cette plaidoirie de trop que je ne veux pas faire, c'est la raison pour laquelle j'envisage de considérer qu'un demi-siècle d'exercice professionnel pourrait constituer une barrière. Parce que faire de la politique, c'est aussi se préparer à tout perdre. Oui, mais... Vous savez ce que c'est, vous, lorsque vous êtes rentré d'Algérie, que vous avez tout perdu. Oui, c'est dramatique. Mais les gens n'ont pas perçu d'ailleurs la détresse des gens qui rentraient d'Algérie. C'était épouvantable. Des gens qui... Vous savez, ça se passe comme ça. Au mois de juin 62, ma mère nous appelle, ma soeur et moi. Mon père, qui était maire, vivait dans son village. Ma mère nous dit, voilà, nous partons demain, mais nous ne reviendrons pas. Qu'est-ce que vous emportez?
les disques, les Dinky Toys, vous savez, ces voitures miniatures, tout ça. C'est épouvantable. Vous avez 1 heure, parce que c'est tout. On part le lendemain, on prend l'avion le lendemain et on sait qu'on ne reviendra pas. Bon, nous, on avait la chance d'avoir la maison de mes grands-parents maternels, dans le Puy-de-Dôme, puisque ma mère est auvergnate, est d'origine auvergnate. Mais bon, je reconnais que les gens qui n'avaient rien se sont trouvés tout à fait désemparés. Donc tout perdre, c'est ça. Mais c'est aussi, quand on fait de la politique, se dire que de toute façon, la politique ne fait que passer. Georges Frêche me disait toujours, n'arrête pas de travailler. Parce que la politique est ingrate et le jour où tu ne travailleras plus, tu seras battu en politique, il te restera ton travail. Donc continue à travailler. Mais c'est ce qu'a fait François Delmas. Quand la politique lui a été ingrate, il a repris son cartable d'avocat et il est retourné plaider. Au départemental en 2015, est-ce que vous avez été trahi? Est-ce que vous considérez que vous avez été trahi? C'est-à-dire j'ai joué le jeu avec la municipalité en apportant mon soutien, par exemple, sur la rénovation de la rue Saint-Louis. Le maire m'avait invité à l'inauguration, je pensais que les relations que j'avais avec lui étaient correctes, et puis je me suis retrouvé avec 2 candidats issus de la majorité municipale, et j'ai perdu. Bon, c'est peut-être pas une trahison, il n'y avait pas d'engagement vis-à-vis de moi, il y avait une confiance, et vous savez, la confiance, c'est important. Je dis toujours, pour un avocat, c'est une conscience au service d'une confiance. Et là, la confiance, selon moi, existait, mais elle n'existait pas, elle était à sens unique. Elle n'était pas réciproque. Voilà. Vous avez été sûrement un des conseillers généraux socialistes montpelliérains, un mandat le plus court, oui. 2011-2015. Oui. Il faut faire quoi pour durer en politique? Il faut accepter certaines choses. Il faut pas, je ne parle pas de compromis, peut-être quelques concessions. Il faut surtout, c'est extrêmement important, et je n'ai pas su le faire, il faut surtout être malléable. Voilà. Et de temps en temps, savoir courber les chines. Parce que vous avez été éjecté de la liste de Moore aussi. Tout à fait. Mais vous, et ça, c'est une vraie trahison. Ça, c'est une vraie trahison. J'étais conseiller général, j'avais été élu dans des conditions qui sont assez exceptionnelles. J'avais fait un mandat qui, je crois, était satisfaisant auprès des sportifs montpelliérains, quels qu'ils soient. Et puis on me dit, ben non, tu n'es pas dans la liste. Ah bon? C'est qui vous a barré? Moore, qui a été conseillé par les Verts, dont il pensait il allait lui faire gagner l'élection. Mais il n'a pas viré que moi, il a viré Pouget, il a viré Florence, des gens... Il a viré tous les grognards, quoi. Tous ceux qui étaient, à mon avis, pesés d'un certain poids dans la vie locale. D'accord. Donc, bon... Ça lui a pas réussi, d'ailleurs. Ouais. Donc, bon, vous avez peut-être pas raté l'information, là, il y a eu l'ouverture du Bocaux la semaine dernière. On vous a pas vu à l'inauguration? Non. On n'y a pas vu, non pas parce que je suis insensible. Vous n'étiez pas invité? Non, je n'étais pas invité d'abord, mais je ne suis pas insensible à l'art en général. Mais le Bocaux, c'est... Vous n'êtes pas insensible, vous êtes sensible à l'art, quand même. Oui, j'y suis pas insensible. Quoique cet art-là est particulier, quoi. Oui, tout à fait. Mais ce qui m'a chagriné, c'est que le lieu sur lequel s'implante le Bocaux, c'est le lieu où avait été prévu et commencé à construire le musée de la présence française en Algérie. Ce musée a été supprimé dans des conditions qui sont innommables. Personne, ça a été décidé comme ça au conseil municipal sans que les associations de rapatriés soient consultées. C'est une espèce de diktat. Voilà. Ce qui est plus grave encore, c'est que de nombreux rapatriés, j'en fais partie, avaient fait des dons. Vous savez, moi j'avais donné pas grand-chose, 2 ou 3 livres, dont un qui me tenait à cœur. Le livre d'or de l'Algérie française, sur lequel étaient rappelés des portraits de gens qui avaient contribué à construire l'Algérie, quelle que soit leur confession, des musulmans, des juifs, des chrétiens, et parmi ces gens, il y avait mon grand-père, qui avait été maire de Vialard avant mon père. Et donc j'ai donné ce livre, quand on a supprimé le musée, j'ai écrit au maire en disant, mais écoutez, rendez-moi ce livre. Et on a eu l'audace de m'écrire, vous n'avez jamais rien donné. Mais comme je ne suis pas complètement stupide, j'avais gardé une lettre de Georges Frêche me remerciant pour ce don. Donc voilà, et le maire s'est trouvé bien embêté, en tout cas ses services, parce que je considère que lui ne devait pas y être pour grand-chose. Et on m'a dit, oui, mais on peut vous indemniser. Je dis non, je n'ai rien à demander à la ville dans laquelle je vis. Bon, ben, je considère que c'est perdu. J'y tenais, mais bon, voilà. Mais il doit être quelque part, quand même, ce groupe. Il devrait être au MUSEM, puisque tout a été transféré au MUSEM à Marseille. Mais on ne sait pas. Vous avez fait une lettre au MUSEM? Non, je n'ai pas fait de lettre au MUSEM. J'ai fait une lettre à ceux à qui je l'avais donné. Le MUSEM, moi, je ne les connais pas. Il y a d'autres choses qui ont disparu? Beaucoup avaient donné des dons. Il y avait en particulier des tableaux de peintres algérianistes. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Il y avait beaucoup de livres. Il y avait une merveilleuse maquette de la Casbah d'Alger, qui était immense.
tout ça, je sais. Il y avait un homme de Lunel qui s'appelle Zaragozi, qui était un gardien de but célèbre en Algérie, qui avait donné beaucoup de choses. Je ne sais pas du tout ce que c'est devenu. D'accord, donc vous regrettez vraiment la non-construction du musée. Alors peut-être fallait-il faire preuve de pédagogie, peut-être, d'expliquer comment et pourquoi. Vous savez, moi je suis de ceux qui pensent, comme Jacques Rousseau, qu'il faut tourner la page sans la déchirer. Donc tourner la page, c'est une nécessité, mais il ne faut pas la déchirer. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, fort de ce principe, quand je suis devenu bâtonnier, j'ai jumelé le barreau de Montpellier avec le barreau d'Alger. Et j'ai été suivi à l'unanimité de mes conseillers de l'ordre. C'est justement la volonté de ne rien déchirer et de continuer à construire. Voilà. Est-ce que vous n'êtes pas un peu précurseur du nouveau monde, la mise en place par Emmanuel Macron, en commençant une carrière politique à droite et en finissant à gauche? Ben, lui, il a commencé à gauche, il a fini à droite, enfin bon, voilà. Vous savez, la politique s'est fait de méandres. Moi, je n'ai pas le sentiment d'avoir été beaucoup à droite, j'étais toujours au centre. Quand j'étais dans un parti supposé de droite, qui était les Républicains, le Parti Républicain, on disait il faut virer Martin parce qu'il est trop à gauche. Quand je suis allé au PS, on me disait il faut virer Martin parce qu'il est trop à droite, ce qui est un compliment, parce que ça prouve que j'avais trouvé une synthèse et un certain équilibre. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Le restaurant d'Alco, les querelles internes du PS, ou la primauté du PS sur la ville? Le restaurant d'Alco, j'y allais très peu. Le PS, ça n'a jamais été fondamental pour moi, la vie du PS. J'y étais parce que Georges Frêche avait souhaité à un moment donné que j'y adhère, mais ça n'a pas. La vie du PS ne m'a jamais passionné, ni avant que j'y sois, ni pendant que j'y étais, ni depuis que je n'y suis plus. Et la nouvelle bipolarisation LREM-RN, ça marque quoi selon vous? Il faut, je crois, que la République en marche soit prudente. Parce que cette espèce d'hégémonie qui fait qu'aujourd'hui il n'y a plus vraiment de débat. Il n'y a pas de débat au conseil municipal, ce sont des bénis oui-oui, hein, c'est les muets du sérail. S'il n'y a pas non plus de débat à l'Assemblée nationale, qui est un lieu de débat, ça devient dramatique. C'est la démocratie qui perd. Donc je suis un peu inquiet sur la manière dont l'RM gère les choses. Et c'est pas forcément réjouissant. Macron fait de son duel avec Le Pen, est-il imbattable? Le Pen ou Macron? Non, Macron, du fait de son duel avec Le Pen. Mais le problème, c'est qu'il faut se montrer prudent. Si tout le débat politique se concentre autour du duel entre la République en marche et le Rassemblement national, c'est terriblement dangereux. Parce que ça va créer un vide extraordinaire. Un vide sidéral qui est dangereux. Parce que un jour, l'un des deux gagnera, certes, mais lequel? Voilà, lequel? C'est toute la question qu'il faut se poser. Et si on est véritablement un démocrate, il faut permettre à d'autres forces de sortir et qu'il n'y ait pas justement cette espèce de duel qui, à mon avis, pénalise gravement la vie politique. En 2015, vous étiez partisan. Est-ce que vous étiez partisan de l'alliance PS Philippe Sorel? On ne m'a pas demandé mon avis. On ne m'a pas demandé mon avis. Et pour 2020, quels sont vos conseils? Aucun. Vous savez, quand on a été battu en politique, on n'a pas la prétention de donner des conseils. Oui, non, mais enfin, vous avez un petit regard avisé sur la question. Sur la politique en général à Montpellier, je n'ai pas de regard particulier. Philippe Sorel, il fait le job? Mal. Oui. Voilà. Mais encore. D'abord, je pense que la ville n'a rien gagné. Il fait moins bien le job que Moore. À l'affût. Moore, c'est un épiphénomène. Donc, le job, il a été fait par qui ici? Par François Delmas d'abord, par Georges Frêche ensuite. Après, c'est un vide sidéral. Qui est arrivé derrière? Moore, Mandroux, Sorel. Mais regardez ce qu'a coûté à la ville la fusion entre les régions. C'est ce qu'il aurait fallu à ce moment-là. C'est un véritable combattant, un homme de poids, de quelques partis auxquels il appartiennent, qui disent non, c'est pas ça, ou alors c'est ça, mais on veut ça. Je ne l'ai pas entendu, je n'ai pas entendu de sursaut, de combat. Pour 2020, vous voyez qui? Où ça? Ben, je sais pas, on parle d'Altrad, de Vignal, de Larue, de La Fosse. Je vais vous faire une confidence. Je vais aller m'inscrire sur les listes électorales du village dans lequel je vis. Pas Puy-de-Dôme? Non, ici, je vis à Assas, qui est le village dont
dont ma femme est originaire, puisqu'elle est des papiers noirs, elle est d'ici. Et je vais aller m'inscrire sur les listes électorales d'Assas. Et je sais pour qui je voterai à Assas. À Montpellier, aucun de ceux qui est candidat À vos faveurs? ne mérite d'avoir ma voix. Parce que c'était Vignal qui était chef de cabinet de Moore à l'époque. Je ne sais pas quelle a été la... C'est lui qui vous a peut-être biffé. Peut-être, mais il y a aussi une dame qui joue un rôle essentiel et qui, à mon avis, est nuisible. C'est celle qui était au cabinet. Faut-il limiter le cumul des mandats dans le temps? À combien de mandats? Je ne suis pas persuadé que ce soit une bonne réforme. En tout cas, les mandats locaux, qu'il y ait un cumul de mandats entre mandat national et un mandat local, ou plusieurs mandats, peut-être. Mais limiter les mandats locaux, je ne suis pas persuadé que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'un maire construit sa ville, il l'édifie et il la maintient telle qu'il a voulu la construire, mais il y a des électeurs. Après tout, le cumul des mandats, c'est les électeurs, c'est aux électeurs d'en décider. C'est pas au pouvoir politique. C'est l'électeur qui dit je veux toujours de celui-là ou de celle-là ou je n'en veux plus. Point. Et si un maire est un maire qui a fait un travail remarquable dans une ville, pourquoi aller lui dire vous ne serez plus candidat? Je trouve que c'est pas forcément une bonne réforme. Donc on va terminer par la question chapeau, si vous voulez bien. Je veux bien. Vous y avez déjà... Allô? Oui. Voilà, petit papier. Si vous voulez bien répondre et nous lire la question. On va vous la lire. Souhaitez-vous participer aux prochaines échéances municipales? Je viens de vous répondre. Je vais me tenir à l'écart de ce débat et je vais aller voter au pied du Pic-Saint-Loup. Je serai beaucoup plus sage à m'occuper, à cultiver mon jardin, à écouter de l'opéra, et là en particulier des airs de Pavarotti, et à m'occuper de mon petit bonhomme, donc un petit garçon. Donc, comme vous aviez déjà répondu à la question chapeau, que vous inspire justement cette multiplication de candidatures à Montpellier? Je rebondis. Hein. Oui, ça m'inspire beaucoup de choses négatives. C'est-à-dire que personne finalement n'est capable de faire une synthèse, quelle qu'elle soit et quel que soit le parti. Il n'y a pas d'homme de synthèse, il n'y a pas d'homme d'union, il n'y a pas d'homme capable de rassembler. Et ça, homme ou femme d'ailleurs, parce que c'est pas du tout une question de sexe. Et ça, c'est dommage pour la ville, qui mérite mieux que ces espèces de conflits qui n'en présentent pas grand-chose, et qui en tout cas pas d'intérêt pour la ville. D'accord. La semaine prochaine, nous aurons à votre place Patrick Vignal. Est-ce que vous avez une question à lui poser? Non. Je lui souhaite bonne chance, c'est tout. Très bien, mais je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Vous voyez, le stade, par exemple, le stade. Ah oui, on n'a pas parlé du stade. Hein. Le stade. Moi, je considère que le stade, il faut le laisser où il est. Mais moi aussi. Il faut donner le nom de Louis Nicolin à la plus belle avenue de la ville. Pourquoi? Parce que Louis Nicolin, ça n'était pas seulement le sport, c'était aussi l'emploi. Oui, bien sûr. Bon. Et puis, il faut laisser le stade où il est, en mettant 10 millions sur le stade pour le rénover, pour le sécuriser. Voilà. Mais aller faire un stade de l'autre côté de la ville, c'est stupide. D'accord. Voilà mon sentiment. Ben, merci beaucoup. Sur tout ça, c'est moi qui vous remercie.